Bienvenue à tous dans ce JDN de ce vendredi 27 avril 2018. Tout de suite, le sommaire. Le PPDC arme les producteurs de la région sud en matériels agricoles. La cérémonie a eu lieu ce jeudi à Ziguinchor. Les acteurs locaux du ministère de l'Environnement et du Développement durable à l'école de la formation. Ils ont été capacités en technique d'investigation et de rédaction de PV. Les élus locaux invités à s'impliquer dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Ils étaient en section de formation sur les lois qui imposent le maintien des filles à l'école et la lutte contre les mariages et grossesses précoces. La rubrique Société, l'actualité sportive et internationale ainsi que la revue de presse mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Bienvenue à tous. Le projet Pôle de développement de la Casamance PPDC a procédé ce jeudi à la remise d'équipements et de matériels agricoles aux organisations de producteurs de la Casamance. La cérémonie présidée par le gouverneur de Ziguinchor s'est déroulée à la Maison des Femmes au quartier Kadior. C'est un reportage de Mohamedou Salif Ndiaye. Le PPDC a octroyé un lot constitué de 10 batteuses et de 10 décortiqueuses à des organisations de producteurs agricoles pour alléger les travaux pénibles supportés par les femmes. Le gouverneur de Ziguinchor salue cette initiative. Ce matériel agricole est constitué de 10 batteuses et de 10 décortiqueuses de riz. Et vous avez vu, les tests ont montré l'efficacité de ces machines qui permettront aux producteurs de gagner du temps dans la transformation, mais également ça va augmenter, booster la production. Le coordonnateur du PPDC revient sur les objectifs visés à travers cette action. C'est des équipements qui viennent renforcer le premier lot d'équipements qu'on avait mis en place et qui visaient à tester deux choses. D'abord, l'accessibilité des équipements agricoles d'une façon générale. La deuxième, c'était aussi de tester leur performance dans le premier lot et de voir tester le degré de satisfaction des populations. Les bénéficiaires de ce matériel agricole magnifient ce geste qui va contribuer à booster leur production. Ça va nous faciliter le travail, mais aussi ça va booster la production. Parce qu'aujourd'hui, vous le savez, les producteurs dépendants de la pluviométrie, le chef de l'État les a assignés 40% de la production pour l'autosuffisance en riz. Et je pense qu'avec ce matériel, le pari pourrait vraiment atteindre ses objectifs. Aujourd'hui, les femmes de la fédération bénéficient de ces moulins. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on dira que le logement des travaux serait au niveau des femmes. Et donc, nous remercions le président, nous remercions le PPDC à travers son directeur. Le PPDC ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le projet compte doter aux organisations de producteurs des engins pour le repiquage et la récolte rizicole qui vont contribuer à l'atteinte de l'autosuffisance en riz. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en synergie avec l'Union européenne, ont procédé ce jeudi au renforcement des capacités de plusieurs acteurs de la protection de l'environnement en rédaction de procès-verbaux et techniques d'investigation. Une initiative qui entre dans le cadre de la professionnalisation des acteurs concernés. C'est un reportage de Eva Sagna. Pour plus d'efficacité dans la mission de ces services, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en partenariat avec l'Union européenne, ont initié un atelier de renforcement de capacités sur les techniques d'investigation et la rédaction de procès-verbaux à l'ensemble des agents du service des eaux et forêts ainsi que les forces de défense et de sécurité. Il y a de fortes mesures qui ont été prises pour lutter contre le trafic illicite de bois. Et d'importants moyens matériels, financiers et humains ont été mobilisés. Et l'objet de cette rencontre-là, s'inscrit dans cette même dynamique. Et aujourd'hui, il s'agit de renforcer les capacités des agents, en tout cas sur le plan juridique. C'est-à-dire qu'ils soient mieux formés sur les techniques de rédaction, les techniques d'investigation, afin qu'on puisse avoir de belles procédures qui puissent être déférés devant les juridictions compétentes et par conséquent que la répression
une répression conséquente puisse suivre. L'Union européenne, avec son partenaire de mise en œuvre, l'UNOPS, s'engage ainsi avec ses nouvelles orientations stratégiques à lutter contre les crimes de l'environnement. L'Union européenne tient à accompagner toutes les initiatives et les actions qui visent à lutter contre toute forme de trafic illicite, qui visent les crimes contre l'environnement. Et tient aujourd'hui, dans une série de 4 ateliers qui s'est tenus jusqu'à maintenant, Ziguinchor étant le dernier. Nous avons eu un premier atelier à Thiès, à Saint-Louis, à Kaolack et aujourd'hui à Ziguinchor pour renforcer les capacités des agents du ministère de l'Environnement et du Développement durable, spécifiquement les corps de la direction des eaux et forêts, la direction des parcs nationaux et la direction des aires marines communautaires protégées et les autres services de l'État et agents de sécurité pour une amélioration de prise en charge du patrimoine environnemental et de la lutte contre ces crimes de l'environnement. Signaler que pour mieux lutter contre l'exploitation illicite des ressources forestières, un forum africain pour le développement durable est prévu à Dakar les mois à venir. Le Forum des éducatrices africaines FAWE Sénégal a organisé ce jeudi à Ziguinchor un atelier de plaidoyer. Cette rencontre a réuni plusieurs élus locaux invités à s'engager pour mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre. C'est un reportage de Sissa Okoli. L'obligation scolaire de 10 ans à tous les enfants, prévenir les mariages et grossesses précoces des filles et le combat que mène FAWE en collaboration avec Equal Mesure 2030. C'est dans ce sens que cette organisation féminine a convié les élus locaux à un atelier pour les impliquer dans la lutte. Aïda Fall, point focal FAWE. Il nous faut donc venir à travers le plaidoyer et la sensibilisation pour que les parents soient informés, pour que les décideurs soient informés aussi bien au niveau territorial, administratif, donc, et au niveau local avec la communauté, qu'on puisse venir en aide à la jeune fille-là, pour qu'on puisse la protéger davantage contre ce qui constitue un frein pour sa réussite à l'école. C'est un travail qui devait faire eux aussi en amont pour la communauté. Et si nous, FAWE, nous trouvons que nous avons notre mot à dire, cela veut dire qu'ils saluent l'initiative puisque nous venons en aide un peu pour leur permettre, nous venons en aide aux collectivités locales pour leur permettre de faire le travail correctement. Ces élus locaux s'engagent à mener le combat pour mettre fin à toute forme de violence basée sur le genre. En œuvrant pour leur maintien à l'école, on est en train d'œuvrer à l'amélioration du taux brut de scolarité. Donc il est bon aujourd'hui que les collectivités locales puissent vraiment s'impliquer dans le combat de FAWE, qui consiste vraiment à maintenir les jeunes filles à l'école le plus longtemps possible, à lutter contre les grossesses précoces, qui est un fléau également qui gangrène notre société, mais également à permettre à l'application de la loi. Parce que très souvent, dans les établissements, les jeunes filles, après les grossesses, sont exclues. Donc le fait, alors que la loi autorise aux chefs d'établissement scolaire de les récupérer après l'accouchement. Donc je pense qu'il y a très souvent une méconnaissance de la loi, mais il faut travailler vraiment à la vulgarisation de cette loi-là qui dit que effectivement les jeunes filles qui tombent en état de grossesse ne sont pas automatiquement renvoyées. On leur permet tout simplement de rester à la maison jusqu'à l'accouchement et ensuite de réintégrer les cours. La situation de l'éducation des filles dans l'académie de Ziguinchor montre que c'est une zone où il faut encore œuvrer pour que les filles jouissent pleinement de leurs droits à l'éducation. L'honorable député Ramadiata, qui a pris part à cette rencontre, revient sur les circonstances qui favorisent l'abandon scolaire des jeunes filles. Elle compte toutefois mener le combat à côté de ses consoeurs pour éradiquer ce phénomène. Nous l'écoutons au micro de Sissa Okoli. La plupart, il y a la pauvreté. La plupart, avec le conflit là aussi. Tout ça, là où il y a problème, il y a toujours, c'est les jeunes filles qui sont les perdants. Donc je peux dire que bon, ici aussi la Casamance c'est une zone touristique. Il y a tout aussi. Donc ce qu'on déplore aussi, c'est ça qu'on a vu, c'est la réalité. Mais nous sommes en train de se battre pour que ces filles-là reviennent à la raison. Mais comment se battre pour que ces filles-là, une fois que la fille tombe en état, qu'elle revienne après son congé de maternité, qu'elle puisse reprendre les classes. Et la plupart de ces filles-là sont renvoyées. Ou elles n'auront plus le courage parce qu'elles ont honte de revenir. Et comment travailler sur ça pour que ces filles-là aient le courage de dire que ça c'est le destin,
j'ai écopé mon congé de maternité, il faut que je reprenne les classes. C'est ça la bataille, la sensibilisation au niveau des autorités, pour qu'elles puissent comprendre ces jeunes filles-là. Les élèves du moyen secondaire de la commune de Moulombe étaient dans la rue pour exprimer leur mécontentement face aux grèves répétitives de leurs enseignants. Ces élèves se disent déterminés à poursuivre le combat afin de jouir pleinement de leur droit à l'éducation. Frédéric Senghor, porte-parole du jour, que nous écoutons au micro de Famara Demba. Quand nous avons quelque chose qui nous fait mal, on a une manière de démontrer. Aujourd'hui, nous sommes venus ici parler de couleur rouge pour montrer notre mécontentement. On n'est pas là pour qu'à chaque fois des professeurs choisissent des heures ou bien des jours auxquels ils vont faire cours. C'est pas important. Nous n'allons pas accepter cela. Aujourd'hui, ils vont venir donner des cours de 8h à 10h et dire qu'il y a débrayage à 9h ou bien à 10h. On n'accepte pas ça. Soit ils nous donnent des cours pour toute la semaine, soit ils arrêtent de nous donner des cours. On n'est pas content aujourd'hui. On ne sera pas content demain si cette situation continue. Il faut que les élèves de Moulombe prennent conscience de cette situation parce que la situation est en train de se dégrader. Notre avenir est en train d'être hypothéqué. Et cela, nous allons nous montrer très pacifiques que les élèves de Moulombe sont très conscients de ce qui leur attend. Nous ne faisons pas la grève parce que nous voulons aller en grève. On ne fait pas la grève parce que tout simplement nos camarades sont en train de faire la grève. Notre avenir est en train d'être hypothéqué. Cher gouvernement, nous en avons marre qu'à chaque fois vous faites des promesses à nos chers professeurs et qu'au final, vous ne les tiendrez pas. C'est pas important à chaque fois que gouvernement et syndicats se chamaillent, fassent des bagarres. La jeunesse dit non, non à ce chamaillement, non à cette tyrannie. Place à la rubrique Société avec Eva Sagna. Amis auditeurs de la 89.3 FM, chers internautes des www.gms.sn, bienvenue dans votre rubrique Société. Dianten, un village de la commune de Kout, dans le département d'Oussouye, a accueilli ce samedi le forum économique, social et culturel des femmes de la Fédération Analekassa. La cérémonie officielle de lancement a été présidée par le gouverneur de la région, Guédiou Diouf, qui s'est réjoui de la bonne organisation de ces femmes du Kassa pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations. Mesdames et messieurs, donc, je voudrais remercier toutes les femmes de la commune de Oukout pour la belle initiative qu'elles ont d'organiser ce forum qui ne va pas s'arrêter à ce jour-là, à cette cérémonie. Ça va continuer la réflexion. Et à l'issue de la réflexion, un document sera produit. Un document qui va retracer les différentes préoccupations des populations. Ce document-là nous parviendra et nous ferons l'exploitation nécessaire. Et d'ailleurs, je voudrais rappeler, suite à l'audience que j'ai accordée aux femmes de la commune de Oukout, nous avons enregistré les doléances qui ont été énumérées tout à l'heure. Ces doléances ont été portées à l'attention de la plus haute autorité, son Excellence, Monsieur le Président de la République. Et d'ailleurs, si vous faites un peu attention, vous avez remarqué une certaine accélération de la prise en compte de ces préoccupations-là. C'est grâce à l'audience que j'ai accordée à ces femmes-là. C'est grâce à la remontée de vos préoccupations auprès du Président de la République que tout est en train d'être accéléré pour prendre en charge ces préoccupations. Je voudrais citer l'électrification. Elle est en phase terminale. Dans quelques semaines, le réseau sera mis en service et le village de Dianten et d'autres villages du département auront l'électricité.
L'association des parents des victimes du naufrage du bateau le Joola, par la voix de son président Moussa Sissoko, magnifie la rencontre avec le ministre de la Culture. La réalisation de ce mémorial le Joola permettra aux parents des victimes d'avoir un lieu de prière en la mémoire des disparus de ce naufrage, selon ce dernier qui réclame toutefois un édifice qui va avec la durée. Moussa, que je vous propose de suivre. Nous insistons sur le mémorial parce que simplement, nous estimons que c'est pour lutter non seulement contre l'oubli, mais c'est pour aussi rendre éternelle la mémoire des victimes. Parce que c'est important. Ceux qui sont partis ont beaucoup plus besoin de présence et de prière. Et je crois que le lieu n'est pas mieux indiqué qu'au bord de la mer pour ériger le mémorial. Ça va permettre également aux visiteurs et ceux qui prennent le bateau arriver au niveau du mémorial, de voir ce qui est dû à leur inconscience collective, pour dire que voilà, ce qui est arrivé, nous sommes tous responsables. Donc nous devons faire attention par rapport à tout ce qui pourrait mettre en danger la vie de l'homme. Donc ça joue par rapport à une certaine conscientisation pour que véritablement plus jamais cela. Et aujourd'hui nous sommes réjouis par le discours du ministre, qui est un discours très responsable, un discours rassurant, et aussi nous voyons à travers son discours que véritablement l'État est disposé et prêt à aller très rapidement vers la réalisation de ce mémorial. Oui, je crois qu'un mémorial nécessite une technicité extrême. On ne prend pas n'importe qui. C'est pourquoi quand l'entreprise Eiffage a été choisie, nous avons salué ce choix, parce que nous estimons qu'ils ont la technicité, ils ont l'expérience. Donc vouloir prendre quelqu'un qui n'a aucune expérience en la matière, ça pose problème. Mais je crois que par rapport à la construction du bâtiment, bien évidemment, il y a des entrepreneurs qui sont là, et là il est tout à fait normal de penser à cette main-d'œuvre locale. Mais nous voulons une main-d'œuvre véritablement qualifiée et sophistiquée, parce que nous ne voulons pas également qu'on nous mette 4 murs et que demain, voilà, tout s'effondre. Nous voulons véritablement qu'on ait un édifice qui va avec la durée. La Maison de la Paix est le lieu choisi par le réseau sénégalais d'action sur les armes légères pour le lancement officiel de sa campagne de collecte et de destruction des armes légères remises volontairement par les communautés. Une campagne soutenue sur toute la ligne de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, dont le représentant en Afrique de l'Ouest et central justifie le choix de Ziguinchor et les objectifs de cette campagne. Jacques Sekendour, que nous écoutons. Le choix de Ziguinchor est pertinent à plus d'un titre, parce que vous n'êtes pas sans savoir que selon beaucoup d'ONG qui travaillent dans la région, qui travaillent au Sénégal globalement, c'est l'une des régions les plus impactées par la circulation et la prolifération illicite des armes légères et de petit calibre. C'est dû à beaucoup de facteurs historiques, mais aussi c'est dû à un conflit que nous tous savons, qui perdure depuis maintenant plus de 3 décennies. Donc, choix ne pouvait être plus pertinent que Ziguinchor pour mener une campagne comme ça, qui vise à prévenir le crime, mais aussi, quand le crime se produit, à aider les acteurs de la police judiciaire et les acteurs de la justice globalement à faire des enquêtes pénales et à rendre des décisions de justice justes et efficaces. L'un des objectifs prioritaires de la campagne, c'est la conscientisation donc des populations, des citoyens, afin qu'elles comprennent que la sécurité des citoyens elle est mieux assurée par les forces de défense et de sécurité. Donc c'est de créer ce lien de confiance entre les officiers et les forces de défense et de sécurité, la justice et les citoyens, afin qu'elles rendent volontairement les armes, et que ces armes puissent être traitées de la manière la plus adéquate possible, en les marquant, en les enregistrant et au besoin en les détruisant. Donc ça c'est un objectif qui nous incombe, les cibles qui sont ici présentes,
peuvent aller démultiplier ce message et la rendre accessible le plus loin possible auprès des populations de la Casamance. La société civile, par le biais du RESAL, est résolument engagée dans ce combat pour la conscientisation des communautés face aux dangers liés à la détention illicite des armes légères et de petit calibre. Porteuse de cette campagne en partenariat avec la Commission nationale, le président du réseau sénégalais d'action sur les armes légères lève un coin du voile sur les contours de cette campagne lancée ce vendredi à Ziguinchor. Honoré Georges Ndiaye, que je vous propose d'écouter. Au-delà de recenser et de récupérer les armes, d'informer, de sensibiliser les autorités, leaders d'opinion et populations locales détentrices d'armes à feu, au-delà de ça, c'est la nécessité de collecter ces armes illicites et de les remettre volontairement, volontairement celles détenues par les civils pour favoriser un environnement de paix et de sécurité au Sénégal. Maintenant, ça c'est l'objectif général. Comme nous avons 2 commissions, chaque commission, celle des forces de défense et de sécurité, a pour principal objectif, je devrais dire, la récupération, le marquage, la réparation, le marquage et le stockage des armes. C'est de la responsabilité de la commission force de défense et de sécurité. Notre responsabilité à nous, société civile, c'est d'informer et de sensibiliser les populations afin qu'elles sachent les conditions dans lesquelles elles doivent détenir une arme, et si elles en détiennent une, et qu'elle n'est pas, pour une raison ou pour une autre, les pièces administratives nécessaires, leur indiquer les procédures pour aller remettre ces armes, ou tout simplement demander à être autorisé, donc à subir une enquête, comme cela est de mise, pour avoir soit le port, soit la détention d'armes. C'est tout pour votre rubrique Société. Nous vous donnons rendez-vous vendredi prochain. Au revoir. La page sportive, c'est avec Mafou Kouyaté. Le stade Alassane Djigo de Pikine n'a pas suivi les clubs de la Ligue 1 sénégalaise hier en quart de finale de la Coupe du Sénégal. Les 3 représentants de l'élite sont sortis de la course au titre par leur cadet de la Ligue 2 et National 1. Dans la première rencontre qui opposait l'AS Douane Ligue 1 au Diamano de Fatick Ligue 2, les 2 compositions n'ont pas vu le chemin défiler dans le temps réglementaire. Il fallait les séances fatidiques des tirs au but pour départager les 2 équipes. Victoire des Fatigouas, 2 tirs sur 3. La deuxième rencontre opposait la Renaissance de Dakar, L2, Niatali, L1. Le club de la biscuiterie Médina, 11e au classement de la Ligue 1, a été battu par la Renaissance de Dakar 1-0. La troisième rencontre, la surprenante, c'est celle de Teungueth FC, L1, face au Cabral de Vélingara, National 1. Les Rufisquois ont été battus par le dernier au classement de la poule B en National 1 avec 13 points. Le Cabral de Vélingara en prolongation 0-2, un doublé de Pape Lamine Camara, ancien joueur de Guédiawaye FC. Résultat des quarts de finale. AS Douane, Ligue 1, Diamano, Fatick, 0 but partout temps réglementaire, tir au but, 3 pour Diamano, 2 pour AS Douane. Renaissance, Niatali, 1-0 pour Renaissance. Teungueth FC, L1 et Cabral de Vélingara, 2 pour Cabral de Vélingara, 0 pour Teungueth FC, Ligue 1. Battu d'entrée par le Mali 3-1, le Sénégal va tenter de se relever de sa chute ce vendredi face à la Gambie, en match comptant pour la deuxième journée de la poule B. Battre la Gambie et se relancer, c'est la lourde tâche des juniors sénégalais face à leur homologue gambien. Cet après-midi au stade Samuel Kagnondo de Monrovia, Libéria, les U-Boys devaient d'entrée par les Aiglons du Mali 3-1 ont l'obligation de faire un bon résultat pour revenir dans la compétition. Une entreprise pas aisée pour les Lionceaux, qui feront face à une équipe gambienne, auteur de match nul contre la Guinée, un but partout. Dans ce derby capital pour les 2 sélections, le faux pas est interdit.
En judo, le stade Caroline Faye abrite ce samedi la 5e édition du tournoi international de judo de Mbour, avec la participation des dojos affiliés à la Fédération sénégalaise de judo et disciplines associées, qui verra la participation de toute la crème du judo sénégalais, notamment 5 pays africains, Gambie, Guinée, Niger, Gabon et Mauritanie. En international et en Europa League, dans un stade vélodrome aussi bouillant qu'attendu, qui a battu son record d'affluence en Coupe d'Europe, Marseille a ajouté une ligne de plus à sa légende européenne ce jeudi, en dominant Salzbourg 2-0 pour faire un pas important vers la finale de la Ligue Europa à Lyon. Cela n'a pas été le feu d'artifice offensif du quart de finale retour contre Leipzig 5-2, mais l'Olympique de Marseille a su être efficace et solide avec le brin de chance qui va bien pour conserver un avantage 2-0 qui doit lui permettre d'abord le retour en Autriche avec sérénité jeudi prochain. Les joueurs de Diego Simeone prennent donc une option pour la finale avant la seconde manche au Wanda Metropolitano jeudi prochain. Le syndicat des footballeurs professionnels a livré les noms des différents nommés dans chaque catégorie pour le trophée UNFP qui seront remis le 13 mai prochain. La fin de la saison approche et il est bientôt temps de désigner les meilleurs joueurs et entraîneurs de l'exercice 2017-2018. Qui succédera à Cavani pour le titre de meilleur joueur, Jardim pour le titre de meilleur entraîneur, Subasic pour le titre de meilleur gardien, Mbappé pour le titre de meilleur espoir. La réponse sera connue le 13 mai prochain lors de la soirée des trophées UNFP. En attendant, le syndicat des joueurs professionnels a déjà dévoilé l'identité des différents nommés dans chaque catégorie. Voilà l'essentiel du sport dans ce journal. Tout de suite, l'actualité internationale. Ces découvertes macabres, ce sont seulement quelques jours après les célébrations du tristement célèbre événement. 4 charniers contenant au moins 200 dépouilles ont été mis à découvert dans un village situé hors de Kigali. L'information tombée ce jeudi même émane du directeur du mémorial du génocide rwandais. Les villageois qui ont creusé pendant plusieurs jours ont dû descendre jusqu'à parfois 20 mètres sous le niveau du sol pour remonter les restes des malheureuses victimes. Il est évident que les bourreaux se sont donné un mal fou pour cacher les vestiges de leurs méfaits. En Libye, des médias libyens et étrangers avaient annoncé sa mort, mais l'homme fort de l'Est de la Libye, le maréchal Khalifa Haftar, est bien vivant. De retour hier à Benghazi après une hospitalisation d'au moins 2 semaines à Paris, il est apparu souriant à l'aéroport, saluant les généraux, au premier rang desquels le général Al-Nadouri qui a échappé à une tentative d'assassinat le 18 avril dernier. Et d'honneur, tapis rouge et vaste salon d'honneur ont marqué ce retour très médiatisé. Des rumeurs sur son état de santé avaient également inondé les réseaux sociaux ces dernières semaines. Et il faut dire que la durée exacte de la raison de son hospitalisation reste discrète. Le maréchal Haftar s'est dit heureux d'être de retour et en bonne santé. Depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, 2 autorités se disputent le pouvoir. D'un côté, le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale est basé à Tripoli. Et de l'autre, l'autorité exerçant son pouvoir dans l'est du pays avec le soutien du maréchal Haftar, chef de l'autoproclamée armée nationale libyenne et bête noire des islamistes en Libye. Le maréchal Haftar, 75 ans, est accusé par ses rivaux de vouloir instaurer une nouvelle dictature militaire en Libye. Sommet intercoréen. C'est dans un siège préalablement stérilisé par ses équipes de sécurité que le dirigeant nord-coréen s'est installé pour signer le livre d'or du sommet historique avec son homologue sud-coréen. Après un laps de temps qui semble avoir été interminable pour Moon Jae-in, Kim Jong-un, on y a écrit une nouvelle histoire débute. Aujourd'hui, c'est le point de départ d'une ère de paix. Un peu plus tard, Kim Jong-un s'autorisait même une plaisanterie. Sourire complice de Moon Jae-in qui aurait sans doute préféré cela aux menaces apocalyptiques des dernières années. Il est ensuite revenu au principal. J'espère que nous pourrons avoir une discussion avec de grandes aspirations et que nous obtiendrons un accord afin d'offrir à nos peuples et à tous ceux qui dans le monde aspirent à la paix un grand cadeau, a conclu le dirigeant sud-coréen. Place à la revue de presse avec Sissa Okoli. Bienvenue.
La persistance des revendications sociales dans les secteurs de l'éducation et de la santé compte parmi les sujets en exergue dans la livraison de vendredi de la presse quotidienne. L'État pris entre deux feux, note ainsi Vox Populi, pour évoquer la persistance des mouvements d'humeur depuis plusieurs semaines dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Après la radicalisation des enseignants, écrit le journal, les syndicalistes de la santé Andgesem entament leur second plan d'action pour paralyser leur secteur par une grève de 3 jours dos au mur. Le pouvoir s'achemine-t-il vers des mesures extrêmes, se demande Vox Populi, pendant que d'autres quotidiens s'intéressant principalement à la grève de presque 4 mois des syndicats du secteur de l'éducation. Je m'engage à rencontrer l'État et les enseignants pour que l'année ne tombe pas à l'eau, a déclaré M. Gakou lors d'une assemblée générale de la convention régionale de son parti à Dakar, rapporte le Témoin quotidien. De l'avis de Zahra Iyane Thiam, ministre conseillère à la présidence de la République, dont les propos sont rapportés par le quotidien Enquête, des syndicalistes veulent régler des problèmes politiques avec leur grève. Ce n'est pas par la violence qu'on va régler la crise scolaire, réplique Momodou Lamine Dianté, un responsable syndical du secteur de l'éducation, alors que de plus en plus, l'État met en demeure les enseignants en assurant de sa détermination à faire respecter le droit à l'éducation. Sud Quotidien parle de la marche nationale des enseignants à Diourbel et note que le G4 hausse le ton. Dans ce journal, Abdoulaye Ndoye affirme que le président Macky Sall doit savoir que le système éducatif transcende tous les gouvernements. L'AS revient sur le changement de directeur à l'office du bac et estime que Macky coupe des têtes. Selon nos confrères, après 17 ans de service, Babou Diakham quitte l'office du bac. Traitant de la déclaration devant l'Assemblée nationale, Vox Populi renseigne que les députés de l'opposition boudent le président du Cap-Vert à cause de la loi sur le parrainage. Selon le journal, les députés libéraux et les non-inscrits disent s'être accordés sur la nécessité de lancer un signal fort à l'opinion nationale et à la communauté internationale. Ils dénoncent la répression et le bâillonnement des libertés, indique Vox Populi. Quoi qu'il en soit, Le Soleil titre sur la visite du président du Cap-Vert au Sénégal et souligne que l'axe Dakar-Praia est renforcé. En sport, Stade Quotidien donne la parole à Cheikhou Kouyaté qui se prononce sur le 3-5-2 qui est un atout selon lui. C'est le nouveau schéma de jeu proposé par Aliou Cissé depuis quelque temps. Blessé face à la Roma, Sadio inquiète, note toujours Stade sur sa page de titre. Toujours en football, Stade Quotidien note cette fois-ci, c'est vers une 3e finale. Quel est le secret de Zidane? En lutte avec frappe, Sunulamb titre la saga de Guigui. Sunulamb nous informe toujours en détail que Guigui était un ancien chauffeur de Ndiaga Ndiaye. Le Simpi, sa prise fétiche. Le Djat, sa prière favorite. Bonne lecture. C'est la fin de ce JDN. L'actualité continue sur www.gms.sn. Au revoir.